Allez, retour sur le plateau de la feuille de match. Les amis Pascal Bon, Maître Pascal Bon, Patrice Basile et Guillaume Michaud m'accompagnent pour cette troisième et dernière partie de l'émission. Nous allons poursuivre donc l'analyse de la grille numéro 72 du Parion Sport Loto-Foot 15. Je rappelle que c'est une grille à valider dimanche 31 octobre 2021 avant 9h55. Et pour peu que vous ayez les 14 bons pronostics, vous remporterez au minimum 500 000 euros, peut-être grâce à nous. On va continuer, mes amis, avec le match suivant, match numéro 10. Nous allons partir en Allemagne avec le bourreau du Bayern de Munich dont nous parlions tout à l'heure, à savoir le Mönchengladbach, le Borussia Mönchengladbach qui reçoit Bochum. Eh bien, il faut savoir que le 27 octobre 1998 est la date de la dernière victoire de Mönchengladbach face à Bochum. Et oui, soit plus de 12 matchs sans victoire face à cette équipe de Bochum pour le Borussia Mönchengladbach. Mais regardez l'historique des confrontations entre ces deux formations. Il y a eu 66 matchs, 19 victoires de Bochum, 26 pour le Borussia Mönchengladbach et 21 matchs nuls. Alors, sur ce que j'ai vu face au Bayern de Munich, je crois en la force du Borussia. Allez, victoire du Borussia. Oui, on dira qu'en championnat, c'était un peu compliqué. On était chaque fois un peu perplexe face aux désillusions sur cette journée par rapport à une équipe qui, pourtant, a du jeu. Ce Mönchengladbach, je suis allé chercher un petit peu, petite ville de la Rhénanie du Nord, né en 1900. C'est vrai que c'est un club qui pèse dans le patrimoine de la Bundesliga. Et c'est vrai que de temps en temps, on a entendu parler, on connaît le Bochum, Bochum qui fait un peu la navette entre la division inférieure et la première division en Bundesliga. Je pense que le Mönchengladbach va pouvoir s'appuyer sur un résultat très flatteur en Coupe d'Allemagne face au Bayern pour pouvoir donc gagner à domicile. Moi, je vois une victoire nette du Mönchengladbach à domicile. Ouais. Déjà, ce qui est étonnant, c'est de voir que Mönchengladbach et Bochum sont quasiment au même niveau de classement. Et la raison est très simple, c'est que Mönchengladbach a vraiment raté son début de championnat. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Ça a été très laborieux. Et puis, il y a eu ce coup de tonnerre de mercredi, où effectivement, ils mettent 5-0 à un Bayern méconnaissable. Donc, on pourrait imaginer que avec cet élan et cette dynamique qu'ils ont trouvé, parce que j'ai vu l'équipe a super bien joué, il faut bien dire une chose. Quand je vois Mönchengladbach jouer contre Bayern le mercredi dernier, je me dis, mais qu'est-ce que cette équipe fait en 12e position Donc je pense que ça peut être aussi un déclic, un peu comme ça a été le cas pour Rennes avec Clermont en France. Et Bochum, c'était un promu qui se bat, qui se bat avec ses armes, qui s'est qualifié d'ailleurs dernièrement en Coupe d'Allemagne, donc qui a des arguments, mais peut-être pas suffisamment pour aller rivaliser contre ce Mönchengladbach-là qui, visiblement, a quand même montré des capacités pendant ce match contre Bayern et qui va, je pense, surfer sur cette vague, j'espère pour eux. Donc moi, je mettrais évidemment Mönchengladbach gagnant sur ce match parce que je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. C'est vrai qu'en termes de dynamique, on pourrait se dire que c'est un match équilibré parce qu'on a d'un côté Mönchengladbach qui a 3 victoires, 1 nul, 1 défaite, et Bochum 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Donc finalement c'est assez similaire. Mais je pense que je partage avec Patrice qu'on gagne 5-0 le Bayern. En fait, on a des garanties, des assurances qui se créent en fait. On est sûr de ses forces, beaucoup plus sûr de ses forces et ça donne la confiance. Bochum, ils n'ont pas battu malheureusement le Bayern 5-0. Ils ont pris 7 contre le Bayern. Voilà. Donc je pense qu'ils n'ont pas les mêmes garanties. Je pense que le football ça joue quand même dans les têtes et plutôt une victoire à domicile. Plutôt une victoire à domicile. Nous partons en Angleterre, les amis, avec ce match entre Aston Villa et West Ham. Alors, deux équipes qui ont une particularité, elles ont pratiquement les mêmes couleurs. C'est peut-être que vous n'avez pas vu. West Ham, il faut savoir, il était vaincu face aux Villains depuis maintenant 5 rencontres. Moi, je vois bien, encore une fois, un match ouvert, avec un pronostic ouvert, victoire de part et d'autre. Regardez également l'historique des 84 confrontations entre les deux formations. Bon, 30 victoires pour Aston Villa, 26 pour West Ham, et puis il y a eu 28 matchs nuls entre les deux équipes. C'est vrai que Ronny, dans ce match-là, je vais rester sur la dynamique intéressante de West Ham. J'avais mis un petit bémol la semaine dernière, mais ils ont quand même confirmé. Donc, Aston Villa, c'est
très engagé, très parfois spectaculaire, mais c'est pas, on va dire, c'est pas constant. Constant dans le jeu et constant dans le résultat. Donc je vois peut-être plus une victoire à l'extérieur de West Ham ou à la limite peut-être voilà, une Aston Villa qui arrive à arracher le match nul, mais je vois pas une victoire de l'Aston Villa à domicile. Ben, je rejoins Pascal parce que je fais confiance à la dynamique que West Ham a pris depuis un certain temps, puisque depuis quelques matchs, les Hammers sont sur, je crois, 5 victoires, 2 matchs nuls. Et donc, ça veut dire qu'ils ont trouvé un équilibre, ils ont trouvé une force en eux qui font qu'ils ont éliminé Manchester City en coupe, donc déjà. Et puis Aston Villa, effectivement, qui perd ses 3 derniers matchs, qui marque le pas. Depuis quelques matchs, ils ont du mal. Donc, il y a une dynamique positive d'un côté et une dynamique négative de l'autre. Donc, moi, en tant que parieur, ben, je vais surfer sur ça et je vais dire ben, West Ham vainqueur parce que pourquoi ne pas continuer sur leur lancée, tout simplement. Ah, c'est vrai que c'est un match où la dynamique est du côté de West Ham. Sur les derniers matchs, il y a 5 derniers matchs, 3 victoires, nul, 1 défaite. Aston Villa, il y a 3 défaites sur les 3 derniers matchs, donc c'est déjà plus compliqué. Et juste avant, il y avait eu un nul et une victoire. Mais je dirais quand même que West Ham s'appuie sur un double pivot là, pour récupérer les ballons sous Zek Declan Rice. Là, il récupère beaucoup de ballons, ça leur permet de lancer des contres. Devant, il marque quand les joueurs sont en forme. Antonio, là, il est un peu moins en forme, ça marque un peu moins. Et Aston Villa, c'est la défense très solide. Je sais pas si vous avez déjà vu Tyrone Mings, défenseur central de l'Angleterre. Montagne le gars, il intervient sur tous les ballons. Et ils vont attendre West Ham. Donc je me dis que ça peut être possible. Ils peuvent être contrés West Ham sur ce match-là. Donc le triple. Tout est possible. Tout est possible, messieurs. On ne nous a pas filé quand même. C'est pas un cadeau, hein, cette grille, quand on la regarde. Ah oui, Ce n'est pas un cadeau. Avec Beaucoup des de matchs matchs comme le match suivant, match numéro 12, entre Norwich et Leeds United. Leeds qui a gagné 15 fois contre 10 victoires à Norwich. Vous allez également regarder l'historique des confrontations entre les deux formations. Il y en a eu 36 matchs entre les deux formations. 15 victoires pour Leeds et 10 victoires pour Norwich. Je sais pas, j'ai quand même envie d'accorder un petit crédit à El Loco en me disant qu'un match nul ou encore une victoire de Leeds. Voilà, moi je vois, malgré les résultats qui sont du Dancy et qui sont un peu poussifs de l'équipe de Mario Bellessa, c'est ça Oui, de Leeds, Leeds. Leeds, oui. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qui? Marcelo. C'est bien ça, hein, on est d'accord. C'est bien ça, oui. C'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. C'est pas ce que j'ai dit, moi. Je crois. J'ai dit bien ça, oui. C'est ça, c'est ça. Je crois bien. Donc, c'est bien Bellessa. non, pas de souci. Je vois quand même Leeds. El Loco. El c'est ça. Loco. C'est ça, El Loco, oui. Je vois Leeds voilà, se refaire sur, voilà, sur celui qui depuis le début du championnat a brillé par ses insuffisances, a mérité sa place en première ligue. Donc je vois bien que voilà, face au modeste, parce que Norwich a encore pris 4 ou 5 dernièrement. 7. Bon. Voilà, si Leeds ne bat pas Norwich, bon ben il faut arrêter le foot aussi un moment. Ah oui, en fait, c'est le dernier contre le 17e. Et c'est vrai que là, c'est le match bof d'Angleterre, parce que honnêtement, Quand même, il en faut un. qu'est-ce qu'on peut espérer d'un match pareil? Norwich, vraiment, c'est très faible, il n'y a pas à dire. Quand on en prend 7 contre Chelsea, bon, c'est normal, Chelsea, ça reste comme Chelsea. Bon, et Leeds, c'est vrai que Bielsa fait ce qu'il peut, mais bon, il a du mal. Donc, sur ce match-là, à la limite, pourquoi pas un nul, parce que vraiment, les deux équipes vont se craindre. En même temps, ça va être un match où tout le monde va un petit peu se surveiller. Non, moi, je pense que, en tant que parieur, il vaut mieux rester sur un nul sur ce match-là, parce que sinon, où aller sinon, hein, franchement. Bon, après, moi, je pense que celui qui va décider du sort du match, c'était le joueur de Leeds. Pour moi, il y a un petit écart de niveau, hein, quand même. Norwich, c'est vraiment la victime du championnat. C'est, voilà, il y a un joueur finlandais, c'est la star, c'est le Pukki, mais après, il n'y a vraiment rien. C'est un distributeur automatique de points, c'est ça? Voilà. D'un côté, Leeds, on sent que c'est psychologique, peut-être un peu physique. Alors, c'est soit les joueurs, ils ont envie de continuer avec Bielsa, ils vont courir pour ce match et ils vont le gagner, soit au moment où ils disent Bielsa, on en a marre de courir, on veut changer d'entraîneur, ils vont lâcher le match. Et c'est possible. Et comme ils sont à l'extérieur, c'est tout à fait possible. Donc j'imagine les deux, plutôt une victoire de Leeds, mais peut-être la surprise de Norwich, 1 et 2. Ouais, c'est pas impossible également. Nous partons maintenant en Espagne, les amis, avec un match un peu, on dira, argentin, puisque l'entraîneur actuel du Paris Saint-Germain a entraîné la Real Sociedad, si mes souvenirs sont bons.
Ou non, c'était l'Espagnol de Barcelone. Oui, c'est Ah, c'est l'Espagnol de Barcelone. Donc la Real Sociedad qui accueille donc l'Athletic Bilbao, un derby. C'est un derby basque d'ailleurs, c'est un derby dans lequel la formation de la Real Sociedad est invaincue depuis maintenant 4 matchs. Qui dit derby, dit match très compliqué. Regardez l'historique des confrontations. Il y a eu 113 confrontations entre les deux formations, 46 victoires de la Real Sociedad, 35 pour l'Athletic et 32 matchs nuls. Alors moi, pour le coup, c'est là que j'ai mis mon triple. J'ai mis votre triple. Ouais. Oui, c'est un match qui reste très ouvert. Mais j'avoue que, voilà, encore une fois, aujourd'hui, voilà, on a une Sociedad qui est solide. Elle reprend la tête du championnat encore. Elle est là. Elle est là, on l'entend pas. Mais en tout cas, elle est solide. Elle montre qu'elle a on va dire ce qu'il faut pour pouvoir croquer les gros comme les petits. Et je vois un match compliqué, j'avoue, hein, parce que l'Athletic Bilbao, c'est jamais facile à manœuvrer, surtout même à l'extérieur, même quand elle n'est pas dans sa cathédrale. Mais en même temps, je ne vois pas comment aujourd'hui cette équipe pourra enrayer cette dynamique franchement constante de la Real Sociedad, dont je vois une victoire nette, quand même, de la Real Sociedad à domicile. Oui, ça va être un match vraiment très compliqué. Enfin, compliqué, hein. Un beau match parce que d'un côté, la Real Sociedad a montré qu'elle ne perd plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est première en ce moment. De l'autre, l'Atlético Bilbao a des résultats plus en dents de scie. Mais sur ce match-là, à mon avis, ils vont tout donner parce que c'est quand même le leader. Donc il faut aller le chercher chez lui. Donc c'est vrai que ça va être un match plaisant, je pense, un match animé. Difficile à pronostiquer, certes, mais comme le Real Sociedad ne perd pas depuis très très longtemps, donc je lui fais confiance pour rester sur cette invincibilité. Et je vais mettre une victoire de la Real Sociedad avec une petite protection nulle derrière, mais je mets quand même le Real Sociedad favori sur ce match. C'est vrai que je pense que la Real Sociedad sera favori de par leur classement. Le dernier match, je pense qu'ils ont pris un petit coup sur la tête quand même. Ils menaient 2-0, c'est dommage, ils se sont fait remonter par Madrid. Donc peut-être ça peut jouer. Après, cette année, uniquement cette année, je dirais quand même la Sociedad est devant. Et je les mettrais plutôt vainqueur sur ce match-là. Bon, les amis, n'oublions pas quand même qu'il s'agit d'un derby. Et en général, les derbys sont toujours à couteau tiré du côté du Pays Basque. Le dernier match de la grille va opposer l'Atlético de Madrid au Betis de Séville, des Colchoneros invaincus depuis maintenant 4 rencontres face au Betis. Regardez l'historique des rencontres entre les deux formations avec cette belle infographie. 47 victoires pour l'Atlético Madrid, 23 pour le Betis. Il y a eu 24 matchs nuls. Écoutez, j'ai très envie de m'arrêter sur la victoire des Colchoneros, qui, bon, à un moment donné, il faut bien que ça prenne, quoi. Exactement. On avait un champion sortant qui était un petit peu, pas moribond, mais un peu malchanceux, on dira. Voilà, surtout voilà, le côté un peu à réaction, c'est-à-dire à chaque fois, ils prennent des buts et puis il va falloir qu'ils jouent les tauliers, qu'ils s'investissent pour pouvoir remonter et remporter la gagne. Et pourtant, face aux bêtises qui sortent d'une belle victoire, je vois tout de même une Athletic qui continue à engranger des points parce que voilà, il y a du mieux. Il y a du mieux. On a notre attaquant qui est toujours aussi, on va dire là pour le beau, hein, Bruno Aimé, clinique. Ah ouais, on peut compter sur lui. Hein. Il va tenter, il va essayer de les mettre. Tu penses à qui Tu penses à qui L'ancien du Barça. Ah, Griezmann. Griezmann. Non, l'autre. Ah, Suarez, il y en a tellement, tu sais. Non, Suarez. Moi, je pense que c'est Suarez. Ouais. Oui, Griezmann, oui. Moi, je pense à Suarez. Moi, j'aime beaucoup son état d'esprit, quoi. Même quand ils sont... Voilà, ils arrivent, ils me disent 2-0, c'est fini. Non, il en met 2. Il en met 2 et il ramène tout le monde. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que le Betis va jouer. Le Betis va jouer parce que ça va bien. Hein. Ça va bien du côté du jeu on va dire, milieu de terrain et de l'attaque au Betis. Mais je vois que, tout de même l'Atlético soit s'imposer à domicile ou peut-être un match nul. Allez, au pire un match nul parce qu'ils n'arriveraient pas donc peut-être à pouvoir endiguer toutes les attaques sévillanes. Mais je ne vois pas Séville l'emporter. En tout cas, ça va être un match, là encore, assez compliqué à pronostiquer. Un match qui va être très intéressant. Mais moi, Betis-Séville, je le compare un peu à West Ham en Angleterre. Parce que ça fait déjà un moment qu'ils remportent leur match.
D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils sont passés seconds maintenant. Ils ont remporté 5 de leurs 6 derniers matchs, donc ils sont en plein boom. Ils viennent d'en mettre 4 à Valence. Donc c'est une équipe qui est qui est en pleine réussite, on va dire ça comme ça. Et puis en face, vous avez l'Atlético de Madrid qui est une référence, mais qui malheureusement en ce moment a des résultats un petit peu en dents de scie. Je trouve que ça tousse un peu. Suarez n'est plus tout à fait déterminant. Griezmann, il a du mal à se réincorporer dans cette équipe. Donc malgré le fait que ce soit à domicile, je pense que Madrid va souffrir contre Betis, que ça peut nous amener à un match nul, voire une surprise peut-être de taille, parce que pour gagner cette cagnotte, peut-être il va falloir prendre des risques, et moi je pense que je peux prendre un risque en mettant Betis gagnant et peut-être un match nul. Donc je parie sur un Betis-Séville qui crée la surprise. Je pense que Betis, ils vont venir avec des arguments, ils vont vouloir faire le jeu. L'Atlético va les attendre. Après, ce que je regrette un peu à l'Atlético, c'est que finalement, c'est une équipe de 22 joueurs. Ils sont interchangeables en plus, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Simeone, des fois c'est Griezmann qui commence, Suarez qui rentre. Ça peut être Correa qui est titulaire ou un autre. Enfin, c'est difficile de se dégager une équipe type et je trouve que ça peut être un peu déboussolant aussi pour les joueurs des fois. Après, c'est une équipe tellement accrocheuse qu'aller battre l'Atlético à domicile, il faut y aller. Donc plutôt victoire et nul. Merci messieurs, Ah, le temps pour nous, le temps pour nous de laisser tout ça aller tourner un petit peu. On va donner la parole à la défense. Hein, c'est peut-être l'heure, non? Oui. Bon, on y va. Il est bon, il est prêt. Il est chaud. Parole à la défense, maître Pascal Bon, votre client n'est autre que Ronald Koeman. Et oui, l'ancien entraîneur. Alors là, vous avez un client qui a déjà été accusé, pour le coup. Bon, voilà, il est accusé d'avoir dilapidé un patrimoine de la planète football. Oui, Ronnie, oui, téléspectateurs, voilà. Voici une accusation pour laquelle je vais m'inscrire en faux. En faux, dans le premier temps, parce qu'il faut, il faut encore une fois analyser chaque terme. Quand vous dites dilapider, le mot est extrêmement fort, vous êtes marqué d'émotion, encore une fois, parce qu'il s'agit bien du fait que les mots sont là, limogeage, licenciement, voilà, on a l'entraîneur Ronald Koeman du fameux Barça, c'est pas une équipe inintéressante, c'est quand même une équipe qui marque justement le patrimoine mondial, qui a été débarquée face devant cette défaite de trop devant le Rayo Vallecano. On va dire, qui est aussi une équipe madrilène. Donc c'est jamais bon de perdre pour l'équipe de Barcelone face à une équipe de Madrid. Donc c'est cela. C'est vrai qu'on peut retenir plusieurs choses. Il faut quand même marquer aussi cette espèce d'antithèse. On a dans le patrimoine du foot, il y a aussi le fait que à travers Koeman, on a respecté quand même une tradition, une stabilité qui consiste à récupérer les icônes de clubs qui ont été des bons joueurs et à les mettre dans le staff à différents niveaux. On a Juninho à Lyon, on a eu Leonardo et Rai à Paris, le Kaiser et Mataos au Bayern, et puis Zidane qui a plutôt bien réussi au Real. Et puis, j'y viens, notre entraîneur de City qui lui aussi a brillé au Barça. Donc c'est une tradition, antithèse, voici le seul qui va peut-être déroger à un principe qui fait qu'on recycle, qu'on va chercher, et cette fois-ci, on n'a pas pu donc utiliser cette force, cette espèce de stabilité, de notion de transmission, de joueur qui a marqué l'histoire. Et c'est vrai que je m'inscris en faux parce que, en tant que joueur, en tout cas, il restera dans le patrimoine, en tout cas mondial, comme le défenseur le plus prolifique en termes de buts. C'est plus de 195 buts, Ronald Koeman, un joueur, sur 780 matchs. C'est le seul défenseur au milieu de terrain. Tout le monde se souvient des coups francs et des buts où, voilà, et même en Coupe d'Europe, il avait décanté le titre par un but, l'unique but du match, 1-0, but de Ronald Koeman, donc le défenseur le plus prolifique. Il restera le 3 du patrimoine mondial pour ça. Maintenant, est-ce qu'on peut l'accuser par rapport à la situation aujourd'hui du Barça? C'est cela. C'est toujours ça la difficulté. Et c'est vrai que on peut l'accuser d'avoir fait des choix risqués. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a quand même respecté cette volonté de vouloir lancer les jeunes. Par exemple, il y a beaucoup Pedri, les autres joueurs du centre de formation ont été lancés malgré les difficultés financières du Barça
en disant voilà, voici la possibilité pour vous de pouvoir donc marquer des points et exister dans cette tradition barcelonaise. Par contre, on a eu personnellement des déconvenus sur sa possibilité à créer ce qu'on appelle un fonds de jeu à Barcelone, sur aussi sa capacité aussi à bien communiquer. C'est vrai qu'il a eu du mal. Je me rappelle, devant une défaite, il a quasiment lu un communiqué, un courrier. Il est parti sans plus d'égard. C'est vrai que c'était compliqué par rapport à l'envergure et le standing de ce que représente Barcelone. Et j'y viendrai aussi, si on parle patrimoine, peut-être qu'on est plutôt sur la dimension financière. Peut-être que c'est ça, en fait, la question du dilapidé, parce que, cet entraîneur qui est remercié, on parle de licenciement, il va falloir lui sortir les 14 millions d'euros, plus 6 millions d'euros, parce que à l'époque, il était sélectionneur de Batave, de la sélection, les Pays-Bas, on veut le chercher. J'ai envie de dire, spectateur, en tout cas, si j'avais à embaucher un commercial ou quelqu'un qui serait capable de négocier des contrats, je prendrais Lakeman, parce qu'il s'est assuré qu'en venant dans ce type de bazar à Barcelone, il a assuré les arrières, il a renégocié rondement cette indemnité de rupture, plus les 6 millions, si avant la fin du contrat, il devait être remercié. Donc voilà, il va falloir les trouver. Et c'est vrai que dilapider, c'est de dire que dans la situation financière actuelle du Barça, où on vient de se rendre compte que le Barça n'a même pas pu payer l'ancien entraîneur avant lui. Valverde, c'est ça? Non, Valverde, c'est Keynes. Oui, il a c'est toujours qui pas avait été pris le payé. 8-2 là. Oui. Personne ne s'en souvient. Voilà, lui aussi, il a toujours pas été payé. Kike Setien, on l'a déjà oublié en 6 mois. Il a toujours pas été payé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je sais même pas comment Laporta va pouvoir payer Koeman. Et c'est vrai que ça vient aussi en creux sur le fait que quelque part, c'était une décision qui était attendue. C'était logique, mais c'est vrai qu'elle a été retardée parce que justement, depuis le mois de juillet, Laporta se dit, si jamais je le remercie, comment je vais trouver ces fameux 17 ou 18 millions pour pouvoir le rembourser. Et c'est vrai que là, devant les résultats catastrophiques sur le plan sportif, il était obligé de pouvoir cautériser la plaie. Mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de quoi peut-être accuser Koeman dans son incapacité à pouvoir donc, donner ce nouveau souffle au Barça. Mais attention à ce qu'il a représenté en tant que joueur et puis attention encore une fois à tout ce qui s'est passé au Barça depuis 2-3 ans, depuis avant Laporta et qu'on paye jusqu'à aujourd'hui et qu'il va falloir encore cautériser, il va falloir gérer un bon père de famille pour Laporta malgré les attentes par rapport au standing et par rapport à ce que représente le Barça dans nos cœurs. Patrice Basile. Je souscris complètement à ce que vient de dire votre bon. Simplement, je vais rajouter une chose, c'est que pour moi, Barcelone, c'est le Titanic depuis 3 ans. Qu'il y a un bateau qui coule et que malheureusement, c'est pas la faute du barreur, c'est la faute du capitaine, du président, hein, qui a malheureusement tout fait pour que ce club arrive où il en est aujourd'hui. Le départ de Messi, forcément, a été une explosion atomique qui a précipité encore un peu plus au fond le club. Et puis aujourd'hui, tout le monde veut se payer le Barça. Donc quand une équipe vient jouer à Barcelone, il donne tout à fond et c'est normal que l'équipe soit tout le temps... se perdre souvent ses matchs, tout simplement. Le successeur désigné, en tout cas le successeur qui sera désigné pour le remplacer Koeman, je suis pas sûr qu'il fasse mieux avec ce qu'il y a. Hein. Non, mais je pense que c'est un choix économique, ça que j'ai vu. Je pense pas qu'il coûte trop cher quand même s'il est en poste. Il est dans un club. Oui, je crois qu'il y avait un accord en fait. Il faut qu'il puisse revenir au Barça. Oui, mais sportivement, pourra-t-il faire mieux? Je crois pas actuellement, honnêtement. Ça m'étonnerait en tout cas, je ne connais pas toutes ses qualités en tant qu'entraîneur. En tant que joueur, effectivement, il est extraordinaire. Moi, je voyais plus l'entraîneur de l'Ajax qui actuellement, il est incroyable. Ils ont mis encore 5-0 à leur rival du PSV Eindhoven. Ils roulent en Ligue des Champions. Et ça montre l'Ajax, ça montre que vous n'avez pas forcément de mettre 100 millions sur chaque joueur pour avoir une équipe compétitive. Hein. Il suffit de bien cibler les postes, d'être assez attractif et d'avoir une philosophie de jeu. Donc c'est ce qu'on attend que Xavi et on va lui laisser je pense un peu le temps. On attendait honnêtement le licenciement de Koeman, c'était juste une histoire de temps et d'argent finalement et maintenant que c'est fait on va être plus patient et puis on va attendre que Xavi essaie de reconstruire l'équipe sur les prochains mois. Moi je veux bien leur envoyer Pochettino éventuellement, ça ne me dérangerait pas. En tout cas moi je salue le petit clin d'œil d'Ancelotti vis-à-vis de son collègue
parce que lui aussi il a connu, voilà, c'est oui. le jeu, Ah le jeu de n'importe quel entraîneur d'avoir voilà, ce débarquement et de se relancer après, parce qu'il il est sorti plusieurs fois par la petite porte Ancelotti et il se retrouve aujourd'hui avec un Real qui est assez chatoyant. Parce que Pochettino, il se retrouve avec l'effectif du Barça, mais il fait la même chose que Coman. Au moins bien. Donc c'est plus grave. Vendez-le, Mais il a les vendez-le, points, donc ça vendez-le. passe. Il a les points quand même. Faut Oui, il a les reconnaître points, ça. il a les points. Ah, il a des points. Ouais. Bon. Ça Faut va lui durer en jusqu'à plus. quand, on ne sait pas. Les amis, la voici, elle arrive, elle va apparaître sur votre écran. La grille numéro 72 du Loto Foot 15, du Parion Sport Loto Foot 15, celle que nous vous proposons. Elle vaut 96 €, donc avec 5 doubles et un triple. Voici donc les pronostics de synthèse de cette émission. Clermont, Marseille, le N et le 2. Brest, Monaco, le 1 et le 2. 3, Rennes, le 2. Strasbourg, Lorient, le N. Montpellier, Nantes, le 1 et le N. Bordeaux, Reims, le 1, pardon, qu'est-ce que je raconte? AS Roma, Milan AC, le 1 et le 2. Fiorentina, Spezia, le 1. Salernitana, Naples, le 2. Borussia Mönchengladbach contre Bochum, le 1. Aston Villa, West Ham, le 1, le N et le 2. Norwich, Leeds, le N et le 2. Real Sociedad, Athletic Bilbao, le 1. Et enfin, Atlético de Madrid, Betis de Séville, le 1, tout simplement pour cette belle grille et ô combien difficile à valider, je vous le rappelle, dimanche 9h55 puisqu'il y a le changement d'heure entre samedi et dimanche, donc voilà, 9h55, c'est pour ça les amis, on travaille, on potasse en même temps, on réfléchit, on se dit pourquoi 9h55, mais c'est parce qu'il y a le changement d'heure, donc on sera désormais à partir de dimanche matin à 5h de l'Hexagone. Merci Maître Pascal Bon. Merci Ronnie, un petit clin d'œil aux amis de Saint-Claude et surtout à Émilie et Xavier du CHM, je sais qu'ils sont en plein conflit, c'est vrai que c'est pas évident pour eux. Ce fut un plaisir comme d'habitude. Merci à tous. Voilà. Merci Guillaume. à tous et merci à tous les Guadeloupéens qui nous écoutent. Et un petit coucou à Félicette, la première supportrice que je connais qui est anti-Paris Saint-Germain. Je savais pas que ça existait. T'as des gens qui attendent des défaites de Paris Saint-Germain. Incroyable. Ah, si, Comme quoi. Il y a- bon. Ah, il y en a tant que ça. Moi, je connaissais pas des gens qui viennent me voir. Paris sur une défaite du PSG. Ils connaissent même pas l'équipe en face. Tu vois. Ah oui, d'accord. Bon, très bien. Écoute, je ne la salue pas. Voilà. Allez. On l'évitera. On ne l'invitera pas. Merci à tous. Bien évidemment, vous restez sur Éclair TV. Vous allez voir que ceux qui suivent, forcément, ça va forcément vous intéresser. Bonne soirée à tous.